J'ai toujours cru que l'amour devait être un partenariat, un refuge dans la tempête. Mais dans mon mariage avec Édouard, je me sentais moins sa partenaire que la mécène épuisée d'un spectacle voué à l'échec. Chaque mois, je virais 25 000 € pour couvrir l'hypothèque de notre maison à Lyon, les charges, le chef privé que mon mari tenait absolument à avoir, et toutes les autres fantaisies qu'il ne prenait pas la peine de mériter. Nous avions commencé comme n'importe quel couple, amoureux, plein de rêves partagés. Nous nous étions rencontrés lors d'un congrès d'architecture à Bordeaux, où je présentais un projet de rénovation urbaine. Édouard était apparu avec son sourire charmant et sa conversation fluide sur l'art et le design. Il m'avait instantanément captivé. Il semblait ambitieux, intelligent, avec un avenir brillant devant lui. Mais la réalité qui s'est révélée année après année était bien loin de cette première impression. Édouard venait d'une famille aisée de Paris qui avait perdu une grande partie de sa fortune avant notre rencontre. Ce qu'il ne m'a jamais dit, c'est qu'il cherchait quelqu'un qui pourrait restaurer le style de vie auquel il était habitué. Pendant que je me levais chaque matin à 5 heures pour vérifier des plans et des devis, il dormait jusqu'à midi et passait ses après-midi sur la terrasse de notre maison dans le vieux Lyon, faisant défiler son téléphone comme si la vie était des vacances interminables qu'il méritait de droit de naissance. Sa routine consistait à fréquenter la salle de sport exclusive que je payais, à déjeuner dans des restaurants chers et à retrouver occasionnellement ses amis tout aussi oisifs pour prendre un verre à la Cité internationale. J'essayais d'ignorer le ressentiment grandissant, la sensation corrosive de financer ma propre humiliation. Édouard ne me remerciait jamais. Il ne demandait jamais si j'étais fatiguée après mes longues journées à diriger mon cabinet d'architecte. Il ne faisait qu'exiger plus. Il voulait une nouvelle voiture tous les 2 ans, des voyages vers des destinations exotiques où nous passions à peine du temps ensemble, car il préférait dormir tard pendant que je répondais à des emails avec vue sur la mer. Martine, ma belle-mère, venait fréquemment inspecter la maison comme si elle lui appartenait. Elle arrivait de Paris en TGV, toujours à l'improviste, et je devais réorganiser des réunions importantes pour aller la chercher à la gare. Elle passait ses doigts manucurés sur les comptoirs en marbre que j'avais personnellement choisis, pinçait ses lèvres carmin parfaitement dessinées, et faisait des suggestions sur des améliorations nécessaires que j'étais censée financer. Camille, ma chérie, ce carrelage est déjà démodé. Nous devrions envisager quelque chose de plus distingué, disait-elle avec ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné au cours de 60 ans de vie privilégiée. Elle n'utilisait jamais le mot « tu devrais », c'était toujours « nous devrions », comme si elle contribuait d'une manière ou d'une autre. J'avais travaillé des années pour construire ma carrière d'architecte. Depuis mes études à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, où j'avais obtenu mon diplôme avec mention, jusqu'à la création de mon propre cabinet en ville, chaque euro avait été gagné par des nuits blanches et des levées à l'aube. Mes créations avaient été reconnues internationalement, et mes projets de restauration de bâtiments historiques m'avaient valu une solide réputation dans toute la France. Pourtant, dans cette maison, rien de tout cela ne comptait. J'étais simplement la mécène, la femme derrière le rideau qui maintenait les lumières allumées. Pour Édouard, mon travail n'était que le moyen de financer son style de vie. Il n'assistait jamais à mes vernissages, disant qu'ils étaient ennuyeux. Quand je gagnais des prix, il levait à peine les yeux de son téléphone pour me féliciter. Peu à peu, j'ai commencé à passer plus de temps à mon cabinet, trouvant des excuses pour rentrer tard. Mes collègues remarquaient ma fatigue, mais attribuaient mes cernes à mon dévouement professionnel. Personne ne savait que chaque soir, je faisais face au vide d'un mariage devenu une transaction unilatérale. Les rares amis que j'avais conservés essayaient de me faire voir la réalité. Sophie, mon associée au cabinet, m'emmenait prendre un café sur la place des terreaux et me demandait directement « Pourquoi restes-tu avec lui, Camille ? Il ne t'apporte rien. » Je trouvais toujours des excuses, parlais des bons moments, de plus en plus rares et lointains, où je changeais simplement de sujet. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de l'échec, d'admettre que j'avais fait une erreur. Peur de la solitude. Peur d'affronter le regard déçu de mes parents à Aix-en-Provence, qui n'avaient jamais complètement approuvé Édouard, mais respectaient ma décision de l'épouser. Et je commençais à les haïr tous les deux pour cela. Édouard pour son parasitisme déguisé en charme. Martine pour son hypocrisie et ses exigences constantes. Je me détestais moi-même de le permettre, de continuer à signer des chèques, de maintenir cette farce de mariage et de famille. Chaque matin,
En me préparant pour une autre journée de travail, j'observais Édouard dormir paisiblement, inconscient de mes sacrifices, et je sentais quelque chose durcir en moi. Ce n'était plus l'amour qui me retenait à ses côtés, ni même l'habitude. C'était une combinaison d'inertie et de lâcheté qui devenait plus lourde chaque jour. Ma vie était devenue une prison dorée que j'avais moi-même conçue, et j'en étais à la fois la geôlière et la prisonnière. Mais même les prisonnières finissent par planifier leur évasion. Et bien que je ne le sache pas encore, le catalyseur de la mienne était sur le point d'arriver. C'était un jeudi après-midi quand Martine arriva sans prévenir. Je venais de terminer une visioconférence avec des clients italiens intéressés par mon cabinet pour rénover une villa en Toscane, un projet qui pourrait ouvrir de nouvelles portes internationales à ma carrière. J'étais mentalement épuisée, mais satisfaite du résultat de la réunion lorsque j'entendis la sonnette. J'ouvris la porte pour trouver ma belle-mère, impeccablement vêtue d'un tailleur Gérard Darel et de bijoux qui brillaient sous le soleil lyonnais. Elle entra dans le salon d'un pas assuré, son parfum Guerlain flottant en nuages épais, et déclara que la maison nécessitait 80 000 € de rénovation. De nouveaux placards, des carreaux importés du Maroc, un lustre qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. J'ai parlé à Jean-Philippe Martin, tu sais, le décorateur qui a fait la maison des Dupont-Lévy à Neuilly, dit-elle en retirant ses gants de cuir avec des mouvements étudiés. Il dit qu'il pourrait commencer le mois prochain si nous confirmons maintenant. Je restai sans voix, tenant l'enveloppe de factures que je venais de récupérer dans la boîte aux lettres. Mon estomac se noua, tandis qu'elle énumérait ses exigences, avec cette froide présomption que j'en étais venue à attendre. Les factures dans ma main comprenaient le remboursement du prêt que j'avais contracté pour agrandir mon cabinet, les mensualités de l'hypothèque et les frais de la dernière extravagance d'Édouard. Un voyage à Saint-Tropez avec ses amis, dont il était revenu sans même me rapporter un souvenir. Martine continua son monologue sur l'importance de maintenir un certain niveau d'apparence, surtout compte tenu de la position sociale de la famille. Elle se pavanait dans le salon comme si elle était dans une exposition, pointant chaque élément qu'elle jugeait inférieur ou démodé. « Et cet horrible tableau que tu insistes à garder dans l'entrée, Camille. S'il te plaît, c'est tellement provincial. » Elle faisait référence à une peinture de champs de lavande en Provence que ma grand-mère m'avait offerte, l'un de mes rares souvenirs tangibles de mon enfance à Aix. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de mon comptable. « Urgent. Contrôle fiscal en attente. Nous devons parler. » Un autre problème à ajouter à la liste. Dernièrement, les dépenses d'Édouard avaient mis une pression considérable sur mes finances. J'avais dû refuser des projets plus petits mais significatifs pour me concentrer exclusivement sur ceux qui généraient les revenus les plus élevés, sacrifiant la passion à la nécessité. Quand je trouvais enfin ma voix, elle tremblait d'épuisement et de rage contenue. Je lui dis non. Non aux rénovations, non à contacter son décorateur, non à continuer d'être la banque qui finançait ses caprices. Ses yeux se plissèrent, ses lèvres se courbèrent en une grimace presque sauvage. L'air entre nous s'épaissit de tension. Un instant, je crus voir la vraie Martine. Non pas l'élégante dame de la haute société parisienne, mais la femme désespérée qui voyait son style de vie menacé. « Comment oses-tu » murmura-t-elle d'une voix glaciale. « Après tout ce que cette famille t'a donné, crois-tu que tu serais quelqu'un sans le nom d'Édouard ? Crois-tu que ses clients t'engageraient si tu n'étais pas sa femme ?» Quelque chose se brisa en moi. Toute la frustration accumulée pendant des années éclata d'un coup. Qu'est-ce que cette famille m'a donné exactement, Martine ? Des dettes ? Des exigences ? Un mari qui n'a pas travaillé un seul jour depuis notre mariage ? Tout ce que nous avons, tout ce dont vous profitez, c'est moi qui l'ai payé, avec mon travail, avec mon talent. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, elle souleva un vase en porcelaine de Limoges de la console et me le lança à la tête. L'impact m'ouvrit le cuir chevelu et la douleur fulgura, blanche, derrière mes yeux. Je tombai au sol, une main pressée contre le sang chaud qui s'infiltrait dans mes cheveux, et je levai les yeux pour voir Édouard debout au-dessus de moi, en train de rire. Je ne sais pas à quel moment il était entré dans le salon. Peut-être qu'il écoutait depuis le couloir, ou peut-être que le bruit l'avait attiré depuis son bureau, où il était censé travailler sur un livre qui n'avançait jamais. Mais il était là, un verre de vin à la main, observant la scène avec un mélange d'amusement et de mépris. « Toujours aussi dramatique, Camille, » dit-il en sirotant sa boisson. « Ma mère ne veut que le meilleur pour nous. Pour toi aussi, même si tu ne l'apprécies pas.
Le sang gouttait sur le tapis persan que j'avais acheté l'année dernière dans une vente aux enchères pour faire plaisir à Martine. Rouge vif sur crème et bleu. Un contraste parfait, pensais-je absurdement. Le genre de détail que j'apprécierais dans l'un de mes designs. « Édouard », réussis-je à dire, ma voix étrangement calme malgré la douleur lancinante. « Ta mère vient de m'agresser. Et tu ris ?» Il échangea un regard complice avec Martine, qui se recoiffait maintenant comme si de rien n'était. « Allons, chérie. C'était un accident. Tu vas bien. » « Un accident ?» Le bourdonnement dans mes oreilles grandissait. Elle m'a jeté un vase à la tête. Martine renifla, ajustant les perles autour de son cou. « Si tu ne peux pas gérer une petite discussion sans en faire un drame, tu devrais peut-être reconsidérer ta position dans cette famille, ma chérie. » Édouard s'approcha et me tendit la main pour me relever, mais il n'y avait aucune inquiétude réelle dans son geste. C'était de la pure apparence, le genre de courtoisie vide qu'il affichait en public quand il avait besoin de maintenir son image de mari dévoué. Je le regardais dans les yeux, cherchant une trace de l'homme que je croyais avoir aimé, mais je ne trouvais qu'un étranger qui avait porté un masque tout ce temps. Je refusai sa main et me relevai seul, titubant légèrement. La blessure pulsait, et je sentais le sang chaud couler le long de mon cou, tachant le chemisier en soie que j'avais mis pour la visioconférence. 80 000 € pour des rénovations, mais pas une once de respect pour la personne qui payait les factures. « Tu devrais nettoyer ça, » dit Édouard, montrant ma blessure avec indifférence. « Nous avons une réservation pour dîner avec les Alvarez à 21h. Tu ne voudrais pas qu'ils te voient comme ça. » À cet instant, quelque chose en moi se brisa définitivement. Toutes les heures que j'avais travaillées, tous les sacrifices que j'avais faits, toute la dignité que j'avais ravalée pour maintenir cette famille à flot, rien de tout cela ne leur importait. Ils me saigneraient à blanc et trouveraient encore de nouvelles façons de m'humilier. « Il n'y aura pas de dîner avec les Alvarez, » dis-je, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains. « Pas pour moi. » Je fis demi-tour et me dirigeai vers le couloir, laissant une traînée de gouttes rouges sur le sol en marbre. Le rire d'Édouard me suivit, alors que je titubais vers la salle de bain. Martine dit quelque chose sur un comportement inapproprié, mais ces mots semblaient déjà venir de très loin, comme si j'écoutais à travers l'eau. Je fermai la porte à clé derrière moi et m'appuyai sur le lavabo, regardant le carmin goûter le long de ma tempe. Mon reflet me regarda en retour avec des yeux vides et furieux. À cet instant, quelque chose en moi se brisa définitivement. J'observais mon reflet dans le miroir de la salle de bain. La coupure sur mon cuir chevelu saignait toujours, teintant de rouge l'eau qui coulait dans le lavabo en marbre. L'image était presque poétique. L'architecte à succès, la femme qui avait conçu des bâtiments primés dans toute la France, réduite à cela, une victime dans sa propre maison. J'enlevai mon chemisier taché et le jetai par terre. La soie italienne, un caprice que je m'étais permis après avoir remporté le contrat pour la rénovation du théâtre des Célestins, était maintenant ruinée, comme tant d'autres choses dans ma vie. Je nettoyais la blessure du mieux que je pus, appliquant de l'eau oxygénée et posant une compresse avec des mains tremblantes. Cela ne semblait pas nécessiter de point de suture, mais laisserait sûrement une cicatrice. Une marque physique pour accompagner toutes celles, invisibles, que j'avais accumulées pendant ces années. De l'autre côté de la porte, j'entendais Édouard et Martine parler à voix basse. Je ne distinguais pas les mots exacts, mais le ton était sans équivoque. Conspirateur, moqueur, ils planifiaient probablement comment m'amadouer pour que j'oublie l'incident et continue à signer des chèques. La même stratégie que toujours. En séchant le sang de mes cheveux, je me souvins comment j'en étais arrivée là. Mon enfance à Aix-en-Provence, dans une famille modeste mais pleine d'amour. Mon père, professeur de mathématiques, et ma mère, bibliothécaire, qui avait économisé chaque franc pour que je puisse étudier l'architecture. Les nuits blanches à l'université, les petits boulots pour payer mon matériel, les premiers stages dans de petits cabinets où j'appris les ficelles du métier. Je me souvins de mon premier projet en solo, la rénovation d'une vieille maison dans le quartier de la Croix-Rousse qui devint un restaurant à succès, l'excitation de voir mon design prendre vie, d'entendre les éloges des clients, la construction progressive de ma réputation, projet après projet, jusqu'à la création de mon propre cabinet. Et puis, Édouard, le charmant fils d'une famille aristocratique déchue, avec son éducation dans les meilleures écoles et universités que l'argent pouvait acheter, mais sans véritable ambition. Sa cour passionnée, ses promesses d'une vie partagée de créativité et de succès,
Le mariage dans ce magnifique château de la Loire, avec 300 invités qui étaient pour la plupart des amis et des contacts de sa famille, pas les miens. Les premiers signes d'alarme que j'avais délibérément ignorés, sa réticence à chercher du travail, ses excuses de plus en plus élaborées, son talent pour dépenser de l'argent pour des choses dont nous avions besoin, pour maintenir une certaine image. La présence croissante de Martine dans nos vies, d'abord comme la belle-mère intrusive, puis comme l'architecte informel de notre style de vie. À un moment donné, j'avais franchi une ligne invisible. J'étais passé du statut de partenaire dans cette relation à celui de compte en banque sur pattes, un moyen pour arriver à leur fin. Je me regardais de nouveau dans le miroir. La femme qui me faisait face avait 38 ans, des yeux fatigués et une nouvelle détermination dans la mâchoire. Je ne reconnus pas cette femme immédiatement, mais j'aimais ce que je voyais. C'était quelqu'un qui en avait finalement assez. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Sophie, mon associée, et la seule amie qui avait été complètement honnête avec moi à propos d'Édouard depuis le début. « Camille, ça va ? Tu as une voix étrange ?» dit-elle en répondant. « J'ai besoin d'un service, » répondis-je, surprise par le calme de ma voix. « Je peux rester chez toi quelques jours ?» Un bref silence. « Bien sûr, il s'est passé quelque chose. Je te raconterai quand j'arriverai. Tu peux venir me chercher ? Je ne veux pas conduire maintenant. J'arrive dans un quart d'heure. » Je raccrochai et commençai à rassembler l'essentiel. Documents importants, quelques vêtements, mon ordinateur portable avec tous les projets en cours. Mon esprit fonctionnait avec une clarté surprenante, comme si je concevais la structure d'un nouvel édifice. Chaque étape soigneusement planifiée, chaque détail pris en compte. En faisant ma valise, je passais en revue mes actifs. La plupart de mes économies étaient sur des comptes joints, accessibles à Édouard. Une erreur que j'avais commise par commodité et par une confiance conjugale naïve. Mais j'avais un compte séparé pour mon cabinet qu'il ne pouvait pas toucher. Ce n'était pas suffisant pour tout ce dont j'aurais besoin, mais ce serait un début. Je pris ma mallette de travail et trouvai les clés du coffre-fort que je gardais dans mon bureau. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété originaux de la maison que j'avais achetée avant de connaître Édouard et que j'avais mise à nos deux noms après le mariage. Une autre erreur qu'il faudrait rectifier. J'entendis des pas s'approcher de la porte de la salle de bain. Puis, on frappa doucement. « Camille !» La voix d'Édouard était conciliante, le ton qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Chérie, c'est ridicule. Sors et parlons comme des adultes. » Je ne répondis pas. Je continuais à ranger mes affaires en silence. « Ma mère se sent très mal pour ce qui s'est passé, » continua-t-il, bien que nous sachions tous les deux que c'était un mensonge. Ce sont des choses qui arrivent dans les familles. Inutile de dramatiser. Dramatiser. Son mot préféré pour rejeter tout ce que je ressentais ou disais. Une petite astuce pour me faire douter, pour me faire passer pour l'irrationnel. Le dîner avec les Alvarez est important, tu le sais, insista-t-il, sa voix prenant une pointe d'irritation face à mon silence. Javier pourrait me commander la préface de son livre. C'est une opportunité que je ne peux pas manquer, qu'il ne pouvait pas manquer, mais qu'il n'était pas prêt à gagner par ses propres efforts. 5 minutes, Camille, je t'attends dans le salon. Ses pas s'éloignèrent, confiant que, comme toujours, je céderais. Mais cette fois, ce serait différent. Je m'approchai de la fenêtre de la salle de bain qui donnait sur le jardin arrière. Elle était petite, mais suffisante pour y faire passer ma mallette, puis moi-même. Ce ne serait pas la sortie la plus digne, mais cela m'épargnerait une autre confrontation. En me glissant par la fenêtre, je ressentis une étrange sensation de liberté. L'air frais de l'après-midi lyonnais me frappa le visage, et pour la première fois depuis longtemps, je respirais profondément. Je contournai la maison jusqu'à l'entrée principale, où Sophie m'attendait déjà dans sa voiture. Son expression changea en voyant la compresse sur ma tête, mais elle ne dit rien pendant qu'elle rangeait mes affaires dans le coffre et que je montais sur le siège passager. « On va où ?» demanda-t-elle simplement. « Chez toi pour l'instant. Ensuite, il faudra que je passe à mon cabinet. » Elle hocha la tête et démarra. En nous éloignant, je jetai un dernier regard à la façade de cette maison que j'avais achetée avec tant d'enthousiasme. J'en avais personnellement conçu la rénovation, transformant une vieille demeure en une œuvre d'architecture moderne qui respectait son histoire. Elle était belle, fonctionnelle, et maintenant elle me semblait être une prison dont je m'échappais. À cet instant, je pris une décision. Je ne serai plus jamais sa bienfaitrice. Je ne serai plus sa victime.
J'allais récupérer tout ce que je leur avais donné, et je m'assurerais qu'ils comprennent exactement qui ils avaient sous-estimé. « Ça va ?» demanda Sophie alors que nous nous insérions dans la circulation. Pour la première fois depuis des années, ma réponse fut complètement honnête. « Pas encore, mais ça ira. » Le soleil commençait à se coucher sur Lyon, teintant le ciel d'orange et de rose, des couleurs qui m'avaient toujours inspirée dans mes designs. Maintenant, elles m'inspireraient pour quelque chose de plus important, me reconstruire. Je passais la nuit dans l'appartement de Sophie, un petit loft dans le quartier de la Croix-Rousse. C'était un espace modeste mais chaleureux, plein de lumière et de plantes, si différent de la demeure froide et prétentieuse que je partageais avec Édouard. Elle m'installa dans sa chambre d'amis, insistant pour que je me repose pendant qu'elle préparait du thé et cherchait une trousse de secours pour examiner ma blessure. « Il va te falloir des points de suture », dit-elle après avoir examiné la coupure. « Je connais une médecin qui peut venir discrètement. » J'acquiesçai, reconnaissante de son efficacité. Sophie avait toujours été comme ça, pratique, directe, loyale. Nous nous étions rencontrés à l'université et avions fondé ensemble notre cabinet d'architecture, Espace Vital, il y a 8 ans. Tandis que je m'étais spécialisée dans les restaurations et les projets résidentiels de luxe, elle s'était concentrée sur l'architecture durable et les espaces publics. Nous étions complémentaires, une équipe parfaite, jusqu'à ce qu'Édouard commence à absorber de plus en plus de mon temps et de mon énergie. 1 heure plus tard, le docteur Martinez, une amie de Sophie, me posait 3 points de suture à la tête tandis que j'étais assise à la table de la salle à manger, buvant du vin rouge pour atténuer la douleur. « Vous avez de la chance », commenta-t-elle en travaillant avec habileté. 1 centimètre de plus à droite, et ça aurait été bien pire. La chance. Quel mot étrange pour décrire ma situation. Après le départ du médecin, Sophie posa une assiette de gratin dauphinois devant moi. « Mange quelque chose. Et ensuite, raconte-moi ce qui s'est passé. » Je lui racontai tout. L'arrivée de Martine, son exigence de 80 000 € pour des rénovations, le vase volant vers ma tête, le rire d'Édouard. À chaque mot que je prononçais, je voyais l'expression de Sophie se durcir. « C'est une agression, Camille, » dit-elle finalement. « Tu devrais porter plainte. »« Je le ferai, » répondis-je. « Mais d'abord, je dois m'assurer qu'ils ne peuvent pas toucher à mon argent. » J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à transférer des fonds de nos comptes joints vers le compte professionnel de mon cabinet, auquel Édouard n'avait pas accès. Chaque virement me donnait l'impression de reprendre possession de ma propre vie. Je passais en revue les relevés de compte des derniers mois, documentant méticuleusement chaque dépense extravagante qu'Édouard avait faite avec mon argent. Des voyages à Ibiza avec ses amis, des montres qui coûtaient plus cher qu'une voiture, des abonnements à des clubs exclusifs où il mettait rarement les pieds. « Comment n'ai-je pas vu ça avant ?» murmurai-je. Plus pour moi-même que pour Sophie, en voyant la liste des dépenses s'allonger sur mon écran. « Parce que tu voulais croire en lui, » répondit-elle doucement. « On a tous des angles morts quand on aime quelqu'un. » Je travaillais toute la nuit, l'esprit plus clair que jamais. J'appelais Lucie, mon avocate, malgré l'heure tardive. J'avais de la chance de pouvoir compter sur elle, l'une des meilleures spécialistes en divorce de Lyon, que j'avais rencontrée lorsque j'avais conçu la rénovation de son cabinet 3 ans auparavant. « Il me faudra tous les documents financiers que tu peux rassembler, » me dit-elle après avoir écouté ma situation. Relevé bancaire, hypothèque, titre de propriété, contrat de ton cabinet, déclaration d'impôt. Plus la documentation sera complète, plus ta position sera forte. Pendant que Sophie dormait, je travaillais méthodiquement. Je fermais chaque ligne de crédit, révoquais chaque paiement automatique et rassemblais les preuves de chaque abus financier. Je trouvais des frais dont j'ignorais même l'existence. Une adhésion à un club de golf pour le frère d'Édouard, des paiements mensuels à un conseiller en images pour Martine, un abonnement à une cave à vin premium qui envoyait des bouteilles valant des centaines d'euros directement à des amis d'Édouard à Paris. À l'aube, j'avais transféré plus de 200 000 € sur des comptes sécurisés et documenté des malversations pour près du double. Ma tête pulsait de fatigue et à cause des points de suture, mais je me sentais plus éveillée que depuis des années. Sophie apparut dans la cuisine, déjà habillée pour la journée. « Je suppose que tu n'as pas dormi », dit-elle en préparant du café pour nous deux. « Pas le temps », répondis-je en lui montrant l'écran de mon ordinateur. « Regarde ça. » Elle examina les documents que j'avais organisés. Un registre complet du parasitisme financier d'Édouard et de Martine. Son expression passa de la surprise à l'indignation.
Un demi-million d'euros en 3 ans? Mais dans quoi l'ont-ils dépensé? À maintenir une illusion, dis-je avec amertume. L'illusion qu'ils étaient importants, qu'ils appartenaient à un monde qu'ils ne pouvaient plus se permettre sans moi. Nous bûmes notre café en silence, tandis que la lumière matinale remplissait l'appartement. Un plan prenait forme dans mon esprit. Un plan d'architecte pour démanteler la structure de mensonges qu'Édouard et Martine avaient construite. « Il faut que j'aille au bureau », dis-je finalement. « Il y a des documents dans le coffre-fort que je dois récupérer. »« Je t'accompagne », répondit Sophie sans hésiter. Notre cabinet était situé dans un ancien bâtiment industriel que nous avions personnellement rénové, le transformant en un espace de travail ouvert et lumineux. À cette heure matinale, nous étions les seuls. J'allai directement à mon bureau et ouvris le coffre-fort encastré derrière un panneau coulissant qui semblait faire partie de l'étagère. À l'intérieur se trouvaient tous les documents originaux, les titres de propriété de la maison que j'avais achetée avant de connaître Édouard, les statuts de mon cabinet, mon testament et un dossier avec des emails imprimés que j'avais échangés avec Édouard pendant nos fiançailles et les premières années de mariage. Une correspondance dans laquelle il promettait de soutenir ma carrière, d'être un partenaire en tout point, de construire ensemble un avenir basé sur le respect mutuel. Des promesses qui semblaient maintenant une blague cruelle. Je trouvais aussi quelque chose que j'avais oublié, un contrat de mariage qu'Édouard avait refusé de signer, arguant que c'était une insulte à notre amour. À l'époque, aveuglé par le romantisme, j'avais cédé. Une autre erreur que je paierais cher. Mon téléphone ne cessait de vibrer avec les appels et les messages d'Édouard. Je les ignorais tous sauf un message vocal que j'écoutais en haut-parleur pour que Sophie puisse l'entendre aussi. « Camille, c'est complètement inacceptable. » La voix d'Édouard était irritée et légèrement inquiète. « J'ai dû annuler le dîner avec les Alvarez à cause de ton caprice. Ma mère est très contrariée. J'espère que tu es satisfaite du drame que tu as créé. Appelle-moi immédiatement. Pas un mot d'inquiétude pour ma blessure. Pas une excuse. Juste de l'agacement pour le désagrément que mon caprice avait causé. » Sophie murmura quelque chose qui ressemblait étrangement à « connard », tandis que je continuais à organiser les documents. Je trouvais les factures de la conception et de la construction de la piscine qu'Édouard avait insisté pour installer l'été dernier, arguant que tout le monde dans le quartier en a une. Une piscine qu'il utilisait à peine, préférant les clubs de plage où il pouvait se pavaner. Pendant que je passais en revue les documents, j'appelais ma banque et parlais au directeur, que je connaissais personnellement pour avoir conçu la rénovation de plusieurs de ses agences. « Je dois geler toutes les cartes associées à mes comptes, sauf la mienne, » expliquai-je. « C'est une situation d'urgence. Bien sûr, madame. Nous le faisons immédiatement. » Ensuite, j'envoyai un email à tout le personnel de service travaillant à la maison, le jardinier, la femme de ménage et surtout le chef personnel qu'Édouard appréciait tant. Je les informais que leur service était temporairement suspendu pour restructuration financière et qu'ils recevraient leur indemnité correspondante directement de mon cabinet. Enfin, j'envoyai un dernier email, celui-ci adressé à Martine. J'y détaillais chaque euro que j'avais dépensé pour maintenir le style de vie de son fils et concluais par une seule ligne. « Vous pouvez payer vos propres rénovations maintenant. » Mes mains étaient fermes lorsque je cliquais sur « Envoyer ». « Et maintenant » demanda Sophie quand j'eus terminé. « Maintenant » dis-je en fermant mon ordinateur. « Nous allons au commissariat pour porter plainte pour agression. Et après, nous rendons visite à mon avocate. » En sortant du cabinet, je m'arrêtai un instant pour admirer le bâtiment que nous avions créé. Il était solide, fonctionnel, beau dans son authenticité. Tout ce que mon mariage n'était pas. Et je réalisais que pendant trop longtemps, j'avais appliqué ma créativité et ma vision à des structures de béton et de verre, mais j'avais échoué à concevoir correctement ma propre vie. Cela était sur le point de changer. Le commissariat du 2e arrondissement était un bâtiment fonctionnel des années 70, avec un éclairage fluorescent qui aggravait mon mal de tête. Nous attendîmes près de 2 heures avant qu'un agent, un homme d'âge mûr nommé inspecteur Dubois, nous reçoive dans une petite salle d'interrogatoire. Son expression était neutre pendant qu'il prenait ma déposition, photographiait ma blessure et notait les détails de l'incident. « Vous voulez porter plainte officiellement contre votre belle-mère, madame ?» demanda-t-il, son stylo suspendu au-dessus du formulaire. « Oui, » répondis-je sans hésiter. « Et je veux qu'il soit consigné que mon mari était témoin et n'est pas intervenu. » En fait, il a ri. L'inspecteur hocha la tête, sans montrer de surprise.
Je suppose qu'il avait vu assez de cas de violence domestique pour que plus rien ne l'impressionne. « Vous aurez besoin d'une ordonnance de protection », dit-il en me tendant d'autres formulaires. « Surtout si vous prévoyez de retourner à votre domicile. »« Je n'y retournerai pas, » répondis-je. « Pas tant qu'ils ne seront pas partis. » Après le commissariat, nous allâmes directement au cabinet de Lucie Garcia, situé dans un élégant bâtiment du XIXe siècle dans le centre historique. Mon avocate nous reçut immédiatement, son expression professionnelle se changeant en inquiétude en voyant les points sur ma tête. « Cela change les choses », dit-elle après avoir entendu mon récit. « L'agression physique nous donne un avantage significatif. Nous allons entamer la procédure de divorce dès aujourd'hui et demander des mesures conservatoires pour protéger vos biens. » Nous passâmes les heures suivantes à préparer des documents, des stratégies juridiques et à planifier chaque mouvement. Lucie était méticuleuse, considérant chaque contre-attaque possible d'Édouard et de Martine. « Ils s'attendront à ce que tu t'effondres, » dit-elle. « Que tu cèdes comme tu l'as toujours fait. Ils ne sont pas préparés à une Camille qui se bat. » Cet après-midi-là, je retournai à l'appartement de Sophie pour me reposer. Les analgésiques que le docteur Martinez m'avait prescrit commençaient à perdre leur effet, et chaque pulsation dans ma tête me rappelait pourquoi je faisais tout cela. Alors que je m'allongeais sur le canapé, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Madame, c'est Martin, le chef. » Sa voix était inquiète. « Il y a une situation chez vous. Monsieur Édouard est, assez contrarié. Il a découvert que les cartes ne fonctionnent pas. » Je réprimai un sourire. « Je vois. » « Et pourquoi m'appelez-vous, Martin ?» Il m'a demandé. Non, il m'a exigé de préparer un dîner pour 12 personnes ce soir. Il dit que c'est crucial pour sa carrière. Mais je ne peux pas acheter les ingrédients parce que... j'utilise toujours la carte que vous m'aviez fournie. Et qui n'est plus active, complétai-je. Je suis désolée, Martin, mais comme je l'ai expliqué dans mon email, tous les services sont temporairement suspendus. Je comprends, madame. Il fit une pause. C'est juste que... Monsieur Édouard est vraiment furieux. Il a cassé plusieurs assiettes et... Je pense que vous devriez savoir. Il a menacé de vendre certaines de vos œuvres d'art pour payer le dîner. Mes œuvres d'art. Ma collection soigneusement sélectionnée d'artistes français émergents, dont beaucoup étaient devenus de bons amis. Une collection qu'Édouard avait toujours méprisée comme étant expérimentale et sans valeur réelle. Merci de m'avoir prévenu, Martin. Pourriez-vous me rendre un dernier service ? Tenez-moi au courant de ce qui se passe. Après avoir raccroché, j'appelai immédiatement Lucie. En moins d'1 heure, elle avait organisé la venue d'un huissier et d'un camion de déménagement pour m'accompagner à la maison le lendemain afin de récupérer mes effets personnels et professionnels, y compris ma collection d'art. L'ordonnance du tribunal l'autorisant serait prête le matin. Cette nuit-là, je dormis à peine, anticipant la confrontation à venir. Sophie insista pour m'accompagner, inquiète pour ma sécurité. « Tu n'affronteras pas ces vautours seuls, » dit-elle, pendant que nous préparions le plan pour le lendemain. Quand j'émergeais dans la cuisine le matin suivant, Sophie était déjà réveillée, préparant du café et des toasts. « Prête pour le jour du jugement ?» demanda-t-elle en me tendant une tasse fumante. « Aussi prête que je peux l'être, » répondis-je, remerciant silencieusement d'avoir quelqu'un comme elle à mes côtés. Nous arrivâmes à la maison peu après 9 heures, accompagnés par l'huissier, un homme âgé et sérieux nommé Maître Leroy, 2 policiers envoyés par l'inspecteur Dubois à titre préventif, et l'équipe de déménagement. La façade blanche et minimaliste que j'avais moi-même conçue semblait maintenant froide et étrangère, comme si elle appartenait à un inconnu. En me garant devant l'entrée, je vis qu'Édouard était déjà là, tournant en rond dans le jardin avant. Il tenait son téléphone dans une main, le visage blême en lisant les notifications. Transaction gelée, compte fermé, la fin de son existence sans effort. Quand je sortis de la voiture, il leva les yeux. Pour la première fois depuis que je le connaissais, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur authentique. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. J'observais la panique s'épanouir sur ses traits, la compréhension croissante que ses jours de parasitisme étaient terminés. « Qu'as-tu fait ?» réussit-il à dire finalement, sa voix à peine un murmure. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années, » répondis-je calmement. « J'ai porté plainte pour agression contre ta mère et j'ai entamé la procédure de divorce. Je viens chercher mes effets personnels. Ces policiers et Maître Leroy sont ici pour s'assurer que tout se déroule légalement. » Édouard regarda les policiers et l'huissier, puis moi,
comme s'il voyait une inconnue. D'une certaine manière, c'était le cas. La Camille qu'il connaissait, celle qui cédait à chacune de ses demandes, celle qui souriait, payait et supportait, cette femme n'existait plus. « Tu ne peux pas faire ça », dit-il, sa voix retrouvant un peu de son arrogance habituelle. « C'est ma maison. »« Techniquement, c'est notre maison, » corrigeai-je. « Achetée avec mon argent, mais mise à nos deux noms. Une erreur que nous devrons malheureusement régler devant les tribunaux. Et que suis-je censé faire en attendant? Où suis-je censé vivre ?» C'était stupéfiant de voir comment, même maintenant, sa principale préoccupation était son propre bien-être. Pas un mot sur ma blessure, encore visible sous le pansement. Pas une excuse pour la conduite de sa mère. Juste la panique égoïste d'un homme qui voyait son style de vie menacé. « Ce n'est pas mon problème, Édouard. Peut-être que ta mère peut t'aider, ou tu pourrais envisager, je ne sais pas, de travailler pour la première fois de ta vie ?» Son visage se crispa, l'arrogance laissant place à une colère naissante. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Ma famille a des relations. Nous connaissons des gens qui... » « Qui quoi, Édouard? Qui peuvent faire disparaître l'agression documentée de ta mère? Qui peuvent effacer des années de relevés financiers prouvant comment tu m'as utilisé? Je t'en prie, continue. Je suis sûre que les policiers aimeraient entendre parler de ces relations. » Cela le fit taire. Les policiers, qui s'étaient tenus discrètement à l'écart, échangèrent des regards. L'équipe de déménagement attendait des instructions et je leur indiquai de commencer par mon bureau à domicile, où je gardais la plupart de mes dessins originaux et ma collection d'art. Je leur demandais également d'emballer mes vêtements et mes effets personnels, laissant derrière moi les meubles et les appareils électroménagers qui pouvaient être remplacés. Pendant que je supervisais le processus, Martine apparut à la porte d'entrée, visiblement tout juste arrivée. Son expression passa de la confusion à la fureur en voyant les camions de déménagement et les policiers. « Qu'est-ce que cela signifie ?» exigea-t-elle, s'adressant à Édouard comme si je n'existais pas. « Pourquoi y a-t-il la police dans notre maison ? » « Votre belle-fille a porté plainte pour agression contre vous, madame, » répondit l'un des policiers avant que je puisse parler. « Et elle a une ordonnance du tribunal pour récupérer ses biens. » Martine se tourna vers moi, le visage un masque d'incrédulité. « Une plainte ? Pour un petit incident domestique ? Tu as complètement perdu la tête ?» Je me contentais de montrer les points sur mon cuir chevelu. 3 points de suture. Le petit incident est documenté, photographié et enregistré. Et il y a des témoins. Son regard se tourna brièvement vers Édouard, qui eut la décence de paraître mal à l'aise. « C'était un accident », insista-t-elle. J'étais contrariée. Je ne pensais pas clairement. « Expliquez ça au juge », répondis-je, reportant mon attention sur l'équipe de déménagement qui chargeait maintenant soigneusement mes tableaux dans le camion. Pendant les 2 heures suivantes, je continuais à superviser le processus tandis qu'Édouard et Martine observaient, impuissants. Parfois, Édouard tentait de négocier, passant des menaces aux promesses, puis aux supplications. « On peut arranger ça, Camille, » dit-il à un moment, sa voix basse pour que je sois la seule à l'entendre. « J'ai fait des erreurs, je l'admets. Mais on peut suivre une thérapie. On peut reconstruire notre relation. Juste, ne fais pas ça. Pas comme ça. » Je le regardais, cherchant dans son visage un quelconque signe de sincérité, un signe de l'homme que j'avais cru aimer un jour. Mais tout ce que je vis, c'était de la peur. Pas la peur de me perdre, moi, mais la peur de perdre le style de vie que je lui fournissais. « Il est trop tard, Édouard, » répondis-je simplement. Le processus de récupération de mes affaires se poursuivit jusqu'à midi. Les policiers maintinrent leur position, n'intervenant que lorsque Martine tenta de réclamer un vase en céramique provençale qui avait été un cadeau de ma mère. L'huissier documenta méticuleusement chaque objet retiré, créant un inventaire qui serait inestimable pendant la procédure de divorce. Alors que je supervisais l'emballage de mes derniers livres d'architecture, je remarquai qu'Édouard avait disparu. Peu m'importait où il était. Chaque minute passée dans cette maison me rendait plus légère, comme si je me dépouillais non seulement de possessions matérielles, mais aussi d'années de ressentiment et de douleur. « Je pense que c'est tout pour le moment, » dis-je à maître Leroy, qui hocha la tête et ferma son dossier. « L'inventaire est complet, » confirma-t-il. « J'enverrai une copie certifiée à votre avocate cet après-midi même. » J'étais sur le point de partir quand Édouard réapparut, tenant une petite boîte en bois que je reconnus immédiatement. C'était là que je gardais les quelques bijoux que j'avais hérités de ma grand-mère. Une broche en filigrane d'argent, des boucles d'oreilles en corail, des souvenirs simples, mais d'une immense valeur sentimentale. «
Tu as oublié ça ?» dit-il en me l'attendant avec une expression indéchiffrable. Je pris la boîte avec précaution, surprise par ce dernier geste qui semblait presque attentionné. Je l'ouvris pour vérifier son contenu. Elle était vide. « Où sont les bijoux ?» demandai-je, ma voix dangereusement calme. Édouard haussa les épaules, un soupçon de son ancienne arrogance revenant. « Je les ai vendus il y a longtemps. J'avais besoin d'argent pour l'enterrement de vie de garçon de Miguel. J'ai pensé que ça ne te dérangerait pas, puisque tu ne les portais jamais. À tout autre moment, cela m'aurait dévasté. Les bijoux de ma grand-mère, vendus pour financer une nuit d'excès avec ses amis. Mais maintenant, je ne ressentis qu'une certitude cristalline. J'avais pris la bonne décision. Cet homme ne m'avait jamais apprécié, ni moi, ni rien de ce qui comptait pour moi. Merci de confirmer ce que je savais déjà, dis-je en lui remettant la boîte vide. Tu peux la garder. Un souvenir de ce que tu as perdu. Je me tournai vers Sophie, qui avait organisé mes dossiers professionnels. Je suis prête à partir. Alors que nous nous dirigions vers la porte principale, Martine apparut, bloquant le passage. Son maquillage impeccable ne pouvait cacher la fureur dans ses yeux. « Tu ne survivras pas sans nous », siffla-t-elle. « Tu crois que quelqu'un te prendra au sérieux quand ils découvriront que tu as abandonné ta famille ? Quel genre de femme fait ça ?» Je m'arrêtai devant elle, consciente des policiers qui observaient attentivement la situation. N'est le genre de femme qui n'accepte plus d'être traitée comme un compte en banque. Le genre de femme qui connaît sa valeur. Elle tenta de répondre, mais l'un des policiers se racla la gorge. « Madame, je vous suggère de laisser passer madame. L'ordonnance du tribunal est claire. » Martine s'écarta à contre-cœur, son regard promettant vengeance. Peu m'importait. Ses menaces, comme celles d'Édouard, étaient vides sans mon argent pour les soutenir. En sortant, le soleil de midi frappait la façade de la maison, illuminant la structure immaculée que j'avais financée. Martine restait à l'entrée, son expression tordue par la confusion, alors qu'elle comprenait que j'étais sérieuse. Édouard s'était retiré à l'intérieur, incapable d'affronter la réalité de sa nouvelle situation. Je respirais profondément l'air chaud de Lyon, sentant la brise du Rhône contre ma peau. Le chemin à venir ne serait pas facile. Le divorce serait probablement long et compliqué. Édouard et Martine utiliseraient toutes les tactiques pour conserver ce qu'ils pouvaient de la vie que j'avais financée, mais j'étais prête pour la bataille. « On va où maintenant ?» demanda Sophie alors que nous approchions de sa voiture. « À la banque d'abord », répondis-je. « Je dois m'assurer que tout est en ordre avec mes comptes. Ensuite, on pourrait passer au cabinet. J'ai ce projet pour le centre culturel de Montpellier qui nécessite mon attention. » Elle me regarda avec surprise. « Tu veux vraiment travailler aujourd'hui ? Après tout ça ? » ?»« Surtout après tout ça, » dis-je avec un petit sourire. « Mon travail, c'est ce qui m'a permis de garder la tête froide toutes ces années. Il est temps de me reconcentrer entièrement dessus. » En nous éloignant, je jetai un dernier regard à la maison dans le rétroviseur. Elle avait été ma prison, mais aussi ma création. Une partie de moi regrettait de la quitter, mais je savais que c'était le prix de ma liberté. À la banque, je rencontrai brièvement le directeur pour confirmer que toutes les mesures de sécurité étaient en place. Il m'informa qu'Édouard avait déjà tenté d'accéder au compte ce matin-là, sans succès. « Il a été assez insistant, madame », dit-il diplomatiquement. « Nous avons dû menacer d'appeler la sécurité. » Cela ne me surprit pas. Édouard avait toujours cru que les règles ne s'appliquaient pas à lui, que son charme et son nom de famille ouvriraient n'importe quelle porte. Quel réveil brutal il devait être en train de vivre. En arrivant au cabinet, je fus accueillie par des accolades discrètes et des regards inquiets. La nouvelle de ma séparation s'était répandue parmi mes employés, bien que les détails exacts soient restés confidentiels. Je leur fus reconnaissante pour leur professionnalisme et leur soutien silencieux. Je me plongeais dans le travail, examinant des plans, répondant aux appels des clients et discutant des matériaux avec les entrepreneurs. Chaque décision prise, chaque problème résolu, me rendait un peu de la confiance qu'Édouard et Martine avaient tenté de saper pendant des années. En fin d'après-midi, je reçus un texto de Martin, le chef. « Madame, je pensais que vous devriez savoir. Monsieur Édouard a mis en gage sa montre et son alliance pour payer le dîner de ce soir. Madame Martine est furieuse. Ils se sont disputés tout l'après-midi. Je levai les yeux de mon téléphone pour voir Sophie m'observer depuis son bureau de l'autre côté du cabinet. « De bonnes nouvelles ?» demanda-t-elle, remarquant mon expression. « Pas exactement, » répondis-je. « Juste la confirmation que j'ai fait le bon choix. » Ce soir-là,
Alors que nous dînions sur la terrasse de l'appartement de Sophie avec vue sur la ville illuminée, je ressentis pour la première fois depuis des années une sensation de paix. Le mal de tête persistait, les points de suture tiraient inconfortablement, et je savais que le chemin vers le divorce serait semé d'embûches. Mais j'avais fait le premier pas, le plus difficile. « À quoi tu penses ?» demanda Sophie en servant plus de vin dans nos verres. « À l'avenir, » répondis-je honnêtement. « Aux projets que je veux développer, aux endroits que je veux visiter, à toutes les choses que j'ai remises à plus tard pour rendre Édouard heureux. Tu sais ce dont tu vas avoir besoin ? De quoi ? Ton propre espace. Tu ne peux pas rester dans mon appartement pour toujours, même si j'adore t'avoir ici. » Je souris, considérant l'idée. Tu as raison. Peut-être un appartement dans le 6e arrondissement. Quelque chose de plus petit mais avec une belle lumière. Un endroit qui soit entièrement à moi. Quelque chose que tu pourras concevoir de A à Z, ajouta-t-elle. Sans influences extérieures, sans compromis. L'idée m'emplit d'enthousiasme. Un nouveau projet, un nouveau départ. Un espace qui reflèterait qui j'étais vraiment. Pas qui Édouard ou Martine pensaient que je devais être. Dans les jours et les semaines qui suivirent, la situation avec Édouard se déroula exactement comme Lucie l'avait prédit. Il tenta de contester la demande de divorce avec des accusations d'abandon de domicile. Il essaya de réclamer une partie de mon cabinet d'architecte, arguant qu'il avait contribué intellectuellement à mes créations. Martine tenta même de déposer une contre-plainte pour la détresse émotionnelle que je lui avais causée. Chaque manœuvre juridique fut rejetée. Chaque mensonge démenti par une documentation méticuleuse. Mes finances étaient sécurisées, mon entreprise protégée, et ma détermination plus forte que jamais. 6 mois plus tard, je me trouvais sur la terrasse de mon nouveau chez-moi, un loft rénové dans un immeuble art nouveau du 6e arrondissement. Les murs étaient décorés d'œuvres d'artistes émergents, la cuisine conçue pour quelqu'un qui aimait vraiment cuisiner, un passe-temps que j'avais redécouvert, et le bureau avait la plus belle vue sur la ville. C'était plus petit que la demeure que j'avais partagée avec Édouard, mais infiniment plus chaleureux. Mon téléphone sonna. Un message de Lucie. Jugement final signé. Le divorce est officiel. Félicitations. Je souris et levai ma coupe vers l'horizon lyonnais, où le soleil commençait à se coucher. La vie que je m'étais construite était entièrement mienne. Chaque centimètre gagné à la sueur de mon front, chaque décision prise en pleine autonomie. Et lorsque le soleil disparut enfin, je laissai s'envoler les derniers vestiges de ressentiment. Je leur avais laissé exactement ce qu'ils méritaient. Une maison vide, une hypothèque impayée, et la froide réalité qu'ils ne pouvaient plus vivre à mes dépens. Ils avaient cru pouvoir me briser avec cruauté, mais ils ne m'avaient rendue que plus forte, et je ne serais plus jamais à eux.